Merci, mesdames, messieurs les dames. Dans cet atelier de formation, je viens de prendre quelques instants avec vos collègues, mais j'y reviendrai. Mais je suis accompagné, comme vous le voyez, du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, la ministre déléguée à l'enseignement et la ministre éducative. C'est moi qui ai proposé la dénomination et voilà que j'ai un trou de mémoire. Donc, Georges Collangevin, et puis je suis heureux de saluer les parlementaires, Madame la députée de circonscription, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, et puis l'ensemble des élus, la rectrice, Madame la proviseure, et Mesdames, Messieurs, vous tous, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale et de ce lycée Gaudier-Fresca. Je ne dis pas, bien sûr, mon ami Georges Kasper, sénateur et président de la commission des lois du Sénat. Merci encore de votre accueil. Dans cet établissement qu'on peut qualifier de pionnier, c'est vrai que on aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, demain c'est la rentrée, j'ai choisi de faire la pré-rentrée avec les professeurs, que je me rende dans une école primaire, qui est la priorité du grand chantier de la refondation de l'école. J'aurais pu aussi visiter un collège, un lycée, mais j'ai choisi avec les collègues du gouvernement ce lycée Gaudier-Fresca. Chacun le sait, c'est là qu'on forme au métier. Et cette question est pourtant essentielle pour notre pays, mais on n'est pas toujours suffisamment conscient de l'importance de ce que vous faites pour la jeunesse de notre pays. Et en venant vous voir, c'est l'occasion pour moi d'adresser un message d'abord aux enseignants des établissements de formation au métier. Un message, comme nous le disions ensemble avec Vincent Payon, un message de confiance. Et en même temps, en visitant il y a quelques instants cette maison passive de Passe-Lab, j'ai pu voir qu'ici on était au cœur même de la révolution technologique, de l'innovation et aussi de la transition énergétique. Lorsque le gouvernement a lancé un vaste plan de soutien à la construction de logements, ainsi que de soutien à la rénovation thermique, à l'isolation des bâtiments, c'est une opportunité formidable sur le plan à la fois environnemental et écologique, sur le plan des économies d'énergie, mais aussi pour développer de nouveaux métiers, pour développer une vraie filière. Et ça s'organise. Et ici même, quand je dis que vous étiez pionnier, c'est ce que vous avez commencé à faire en matière d'éco-construction, en matière de technologie, de l'énergie, et ces thèmes seront au cœur de la prochaine conférence environnementale qui va se réunir les 20 et 21 septembre prochains. Les métiers auxquels ce lycée prépare, je le répète, sont porteurs d'avenir. Et ils sont à la croisée de plusieurs initiatives du gouvernement. Et votre responsabilité, mesdames et messieurs, est particulièrement importante. Je le dis avec force. Nous n'atteindrons pas les objectifs que nous nous sommes fixés sans donner à l'enseignement professionnel toute la place qui lui revient. Trop longtemps dans notre pays, de longues cultures, seul l'enseignement général a eu le droit de citer. Et trop longtemps, l'enseignement professionnel a été perçu, voire pratiqué comme un choix par défaut. D'ailleurs, les familles vivaient mal l'orientation de leurs enfants. Vous dites, ah bon, mais c'est un échec. Eh bien non, ce n'est pas un échec, et c'est une chance. Et ce que j'ai vu ce matin ne fait que me convaincre encore davantage. Parce que cette image négative, parfois péjorative, il faut la renvoyer définitivement au passé. Elle ne correspond plus du tout à la réalité. Et il est important de faire passer ce message à ceux qui en doutent encore, que l'enseignement professionnel et de tous nos enseignements, celui qui a connu ces 25 dernières années la mutation la plus profonde. Le lycée d'enseignement professionnel des années 60-70, ce n'est plus qu'un souvenir. Lui qui accueillait des classes conduisant au mieux au CAP, voire au BEP.
aujourd'hui devenu un véritable lycée professionnel, ouvrant sur de véritables parcours de réussite. C'est lui qu'il faut promouvoir et saluer. Je pense par exemple à la formidable contribution au baccalauréat professionnel. Cette formation, qui est une invention d'il y a maintenant 25 ans, voulue par un autre gouvernement de gauche, et qui a permis à la France de se rapprocher de l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, c'est les lycées professionnels qui l'ont permis. Et le bac professionnel a été un acquis essentiel. Mais en visitant votre établissement, quotidiennement, malgré tout, je me fais cette impression que vous allez encore plus loin. Vous vous êtes approprié la notion de lycée des métiers. Vous préfigurez déjà le campus des métiers et des qualifications que Vincent Payon veut promouvoir et labelliser prochainement, qui ouvre au-delà du bac, puisque vous allez jusqu'au BTS et à la licence professionnelle. C'est dans cette direction que nous voulons avancer. Et le ministre de l'Éducation nationale et moi-même avons été impressionnés par ce que vous avez pu faire de cet établissement. J'évoquais la maison passive. Passive, d'ailleurs, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, c'est plutôt le contraire, mais enfin, c'est le terme qui correspond au point de vue technologique à ce qui se passe dans cette maison test, cette maison d'innovation, où là, justement, vous êtes en train d'inventer des réponses à ce que j'évoquais comme une priorité, c'est-à-dire la transition énergétique, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, donc moins de charges pour les ménages, pour le logement, pour les transports. Et donc vous l'expérimentez dans une maison, en testant toutes les formes d'isolation et en apprenant aussi les métiers de tout niveau qui vont concerner le secteur du bâtiment. La force de vos métiers, c'est de conjuguer une longue tradition de savoir-faire et en même temps un profond besoin de renouvellement de technologies. L'innovation, cela concerne tous les métiers, tous les secteurs, et pas seulement les technologies. Aujourd'hui, un professionnel qui travaille dans une entreprise artisanale a besoin de cette innovation. Il doit donc être soutenu. Les TPE, les PME font partie des priorités du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi que j'ai présenté il y a près d'un an, après le rapport de Louis Gallois qui nous montrait à la fois nos forces et nos faiblesses. Donc là, il y a une carte à jouer. Et cette carte, nous devons aussi la jouer dans les territoires. Et le gouvernement a une volonté politique, a des priorités, c'est celle de l'éducation, de la formation. Mais il ne peut pas mettre en œuvre cette priorité au-delà évidemment des choix budgétaires que nous faisons. Certains nous ont reproché de mettre beaucoup d'argent dans l'éducation nationale. Mais nous préparons l'avenir du pays, nous préparons l'avenir de la jeunesse. Quand on dit 2025, c'est loin, en ironisant sur le séminaire que le gouvernement a tenu, qui était un séminaire de réflexion stratégique. Un jeune qui rentre aujourd'hui à l'école primaire, en 2025, il sera au niveau du bac. Donc c'est bien maintenant qu'il faut investir dans l'éducation et la formation. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est bien l'éducation nationale. Et en même temps, si nous n'avons pas l'appui des collectivités territoriales, si nous n'avons pas l'engagement des collectivités territoriales, alors une grande partie de ce que nous voulons faire ne pourra pas réussir. Et c'est vrai en particulier pour la formation professionnelle, où les régions sont le partenaire, évidemment, premier. Mais comme c'est vrai aussi pour l'école primaire, comme c'est vrai aussi pour le collège, le lycée, en particulier avec les futurs contrats territoriaux que nous avons négociés entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Ici, vous avez su mettre en avant la cohérence de votre offre de formation, sans exclure la diversité des spécialités et en couvrant différentes modalités de formation, que ce soit sous statut scolaire ou par apprentissage. C'est cette cohérence que nous voulons viser dans le travail concerté, désormais renforcé par la loi, qui a été celle de la refondation de l'école et que nous voulons promouvoir entre l'académie et la région, comme je viens d'évoquer il y a un instant. Ici, vous avez su instiller de la souplesse dans votre organisation, grâce aux passerelles possibles vers le CAP, mais aussi du CAP au bac pro, du bac pro au BTS, du BTS à la licence professionnelle. Là encore, notre ambition est bien d'offrir
à l'enseignement professionnel des parcours comparables en durée et en excellence à ceux des autres voies. C'est un enjeu considérable. Je l'ai dit il y a quelques jours devant les recteurs et les rectrices, mais aussi les inspecteurs d'académie, les secrétaires généraux des académies, que je recevais à Matignon. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils étaient reçus tous ensemble, le 22 septembre dernier, avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Éducation. L'ambition du système éducatif ne peut être que la réussite de tous. Il ne peut y avoir d'excellence qui ne procède de cette réussite pour tous. Vous allez dire que ce sont des mots. Des mots peut-être qui sont beaux et que vous partagez certainement. Mais parce que c'est un vrai défi pour l'éducation nationale, qui a réussi l'accueil de masse des élèves. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Cet accueil a été réussi. Et d'ailleurs, 80% des élèves réussissent dans notre système éducatif. Mais il en reste 20% qui échouent, qui décrochent. Et parfois, dans certains quartiers, dans certaines villes, c'est pas 20, c'est 30, 40, 50. Et d'ailleurs, la norme, c'est pas la réussite, c'est l'échec. Et donc, c'est la dynamique de l'échec. Et donc, c'est le devoir de l'école républicaine de régler cette question. Et c'est tout le chantier que nous avons lancé de la refondation de l'école, et ça vaut bien sûr pour l'ensemble de l'éducation nationale. Votre lycée, et plus largement tous les lycées professionnels et leurs enseignants, savent mieux que d'autres encore ce qu'est la difficulté scolaire, ce que sont les difficultés liées aux orientations subies, les symptômes de décrochage et d'exclusion scolaire. Nous en parlions il y a quelques instants à propos de la disparité des niveaux des élèves que vous rencontrez, ou des élèves qui acceptent de venir dans un lycée en disant je vais apprendre un métier, et pour lesquels l'apprentissage des mathématiques, de l'anglais ou d'une autre langue ou du français n'est pas toujours considéré comme utile pour eux. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour vous, les enseignants, j'en suis bien conscient. Mais l'honneur de ces établissements, je veux vraiment le souligner de moi, le faire savoir au-delà de cette rencontre, c'est précisément de savoir transformer cette situation, de ne pas nous y résigner. Savoir à la fois réparer et construire. Réparer les lacunes de ce qui a été mal acquis avant, notamment en enseignement général, mais aussi construire des compétences et des vocations. Former les professionnels dont la France a besoin. C'est pour cela qu'on ne peut que vous féliciter d'accueillir en cette rentrée 2013 une unité spécialisée permettant notamment à des élèves en situation de handicap d'accéder au métier du bâtiment et des travaux publics. C'est pas évident, eh bien vous avez accepté de le faire et vous allez réussir. Parce que vous y croyez. C'est pour cela que je voudrais aussi saluer un autre aspect qui a déjà été souligné par d'autres collègues du gouvernement, je pense à Najat Vallaud-Belkacem, c'est ce que vous faites en faveur de la mixité garçons-filles. Là, nous venons de voir l'atelier des sculpteurs, tailleurs de pierre, pardon, je dis sculpteurs parce qu'ils font des vraies œuvres d'art. Et là, le concours général a été gagné par une jeune fille. Donc il n'y a pas les métiers pour les hommes et les métiers pour les filles. Je tiens donc à vous saluer particulièrement pour cet engagement résolu, et notamment des organisations professionnelles qui vous accompagnent pour que ces choses changent là aussi. Combien de chantiers de construction sont aujourd'hui conduits par des femmes? Il y a quelques années, c'était inimaginable. Donc là aussi, les choses changent. Et mon gouvernement y est particulièrement attaché. La loi du 28 juillet que j'évoquais il y a quelques instants, le 8 juillet dernier, adoptée sous l'impulsion de Vincent Payon, emporte également la marque. Ainsi, de son insistance, a clairement signifié dans le Code de l'éducation l'égale dignité de la voie professionnelle aux côtés des voies générales et technologiques. Ainsi encore, pour aller à l'essentiel, de la priorité donnée aux bacheliers professionnels pour accéder au BTS dans la loi du 22 juillet dernier sur l'enseignement supérieur et la recherche adoptée sous l'impulsion de Geneviève Fioraso. Mais il y a aussi ce dialogue que j'évoquais avec les branches professionnelles, les entreprises, et c'est essentiel. J'ai posé la question tout à l'heure aux enseignants, comment ça se passe? Il y a sûrement des progrès à faire, que l'offre de stage, l'offre en alternance soit plus importante. Et donc ça passe par le dialogue auquel les régions apportent un concours particulier. Mais à l'échelle nationale, j'installerai prochainement le Conseil national éducation économique.
qui constituera une sphère d'échange particulièrement utile, permettant aux entreprises, à leurs organisations professionnelles de mieux comprendre les enjeux du système éducatif, de contribuer positivement à son amélioration et d'en bénéficier elles-mêmes. C'est donc dans ce dialogue rénové et en lien avec les professionnels du secteur que nous saurons dépasser les oppositions stériles et trouver les moyens d'aller en avant au service de la jeunesse. Souvent on dit oui, mais l'éducation nationale ne fait rien pour la formation professionnelle, elle s'y prend mal. C'est un peu une image trop facile. Donc je suis venu vous dire aussi que je défends l'enseignement public professionnel avec le ministre de l'Éducation nationale et qu'il est tout à fait possible de dialoguer et de travailler avec les entreprises. Mais il y a des barrières à faire tomber, il y a des a priori à combattre. Mais ça ne peut être que dans l'engagement concret, dans l'action. C'est ce qui se fait ici. Et dans ce grand chantier qui s'ouvre, il y a aussi celui de la réforme de la formation professionnelle. Vous savez, le gouvernement, après la deuxième conférence sociale de juin dernier, a adressé à tous les partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales, une feuille de route pour que cette négociation s'engage. Ce que nous voulons, c'est une réforme en profondeur. Car on ne peut plus accepter qu'un si grand nombre d'emplois restent non pourvus. Nous ne pouvons plus accepter que 20% seulement des demandeurs d'emploi accèdent chaque année à une formation professionnelle. Nous ne pouvons pas nous résigner non plus à ce que les ouvriers accèdent 2 fois moins que les cadres. C'est le sens de la feuille de route adressée aux partenaires sociaux. Et cette réforme, qui doit passer par la négociation pour aboutir ensuite à un projet de loi, vise 2 objectifs. Mieux orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin, les demandeurs d'emploi, les jeunes sans qualification, les salariés confrontés aux mutations économiques. Et le deuxième objectif, c'est faire de la formation un levier de compétitivité, de croissance pour l'ensemble des entreprises. Et donc cette réforme devra se faire avec les questions de formation initiale et d'orientation. Le document que le gouvernement a envoyé dès le 8 juillet l'indique. Je souhaite que les partenaires sociaux puissent aboutir avec une échéance que le gouvernement a fixée, car il y a urgence, c'est la préparation d'un projet de loi avant la fin de l'année. Mesdames, Messieurs, demain aura lieu partout en France la rentrée, les élèves. Je dis la pré-rentrée, et vous êtes déjà là. Et donc, encore une fois, c'est le sens de ma présence. J'aurais été heureux de voir des élèves, et j'aurai l'occasion de le faire aussi. Le président de la République sera lui-même demain à Denain. Mais c'est d'abord des enseignants que je voulais rencontrer. Mais la rentrée, même pour les plus aguerris des enseignants, ceux qui ont l'expérience, c'est toujours un moment particulier. Après une période de repos, de détente, on a pris du recul, là on revient. On revient devant les élèves. On trouve d'autres collègues, ceux qui viennent d'arriver tout simplement dans la carrière, qui viennent de formation, qui sont encore stagiaires. Et donc il faut faire connaissance. Et il faut constituer une équipe. Madame la proviseure, votre rôle est essentiel. Il est fondamental si on veut que ça marche, et je peux comprendre à travers vos propos et votre détermination que vous savez animer, parce que c'est essentiel de mettre en relation et créer un climat, une ambiance, une confiance. Et donc ce que je dis là, c'est parce que je l'ai ressenti en parlant avec quelques-uns d'entre vous. Et j'étais frappé par la diversité de vos parcours. C'est sans doute particulier à l'enseignement professionnel. Moins vrai peut-être dans l'enseignement général. Mais là, ce qui m'a le plus touché, c'est plusieurs témoignages d'anciens élèves ici, formés, qui, commençant une carrière professionnelle au bout de 10 ans, 15 ans, se sont dit qu'ils avaient aussi une responsabilité, c'est de transmettre à leur tour un savoir-faire, une expérience, apprendre aux jeunes un métier, leur donner confiance dans leur propre avenir. Le mot confiance, en soi, a été plusieurs fois évoqué tout à l'heure. Donner confiance dans ses capacités. Combattre tous les sentiments d'échec, qu'on n'y arrivera pas. C'est toute la noblesse du métier d'enseignant. À un moment, il se passe toujours quelque chose entre un élève et le professeur, c'est-à-dire quand un élève est en situation de découragement, il y a là l'attention. Il y a là le propos ou l'attitude qui fait qu'un déclic se produit. Et ça repart.
Et c'est votre métier, c'est ce que vous faites. Et pour ça, il faut que le gouvernement vous donne les moyens de vous former. C'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à la réussite des nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation. C'est cette année qu'elle démarre. Ce projet a été préparé minutieusement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les universités. Nous attachons beaucoup de prix, je le répète, à cette réussite. Il s'agira de former des vrais professionnels, avec tout ce que ça implique comme difficulté. Il ne s'agit pas de refaire la formation générale, la formation du métier que vous aurez enseigné pour les professionnels. Il s'agira d'apprendre à apprendre. Et c'est ça qui est le plus difficile avec la jeunesse d'aujourd'hui, avec le doute qu'elle a parfois à l'égard des institutions. Déjà ce qu'elle sait ou qu'elle croit savoir en raison de la révolution numérique et de tout ce que ça implique en termes de changement relationnel dans la société. Eh bien, c'est avec tous les moyens nécessaires que vous devrez vous former et aussi vous donner la possibilité vous sera donnée de l'innovation pédagogique. J'ai posé la question tout à l'heure et j'ai vu qu'ici, l'innovation pédagogique ne faisait pas peur. Et c'est vrai que pour ça, il faut aider, il faut former, puis aussi donner la chance de pouvoir tenir compte des contextes spécifiques. Et donc, cette formation-là doit pouvoir redonner à nos enseignants, qui n'y avaient plus droit finalement depuis ces dernières années, puisque au fond, par mesure d'économie, de suppression de postes, on pensait pouvoir s'en passer, comme si le seul métier auquel on n'était pas conduit à donner une formation, c'était celui justement qui consistait à former la jeunesse. C'est une sorte de paradoxe, pour ne pas dire plus. Mais cette page est tournée, maintenant il faut en montrer des autres, c'est que ces écoles réussissent. Il faut en quelque sorte retrouver la fierté de ceux qui ont fréquenté les écoles normales, en gardaient toujours un souvenir ému et fier de ce qu'ils avaient appris, parce qu'ils avaient appris aussi à partager une passion, et pas seulement la passion du métier, mais aussi celle d'une mission, qui était de former la jeunesse de la France. Et ça, c'est votre tâche, mesdames et messieurs. Madame la rectrice, je vous demande de bien veiller à la réussite de cette mise en place de l'école supérieure de professorat et de l'éducation. Ça ne sera pas si simple. La routine est toujours notre premier ennemi en matière. Et donc il faut inventer, il faut innover, il faut mobiliser. Parce que trop de gens doutent de ce que nous avons entrepris. Ce que nous avons entrepris, on disait, vous allez mettre 60 000 postes dans l'éducation nationale, et alors après, qu'est-ce que ça changera? Mais il fallait réparer. Il fallait faire en sorte que la rentrée dernière se passe dans de bonnes conditions. Donc, quand on supprime des dizaines de milliers de postes, un jour, ça finit bien par se sentir. Mais il ne suffira pas de créer des postes, mais il faut les créer. Il faut aussi tous les autres personnels de l'éducation nationale. Je pense par exemple à la médecine scolaire, aux assistantes sociales, tous ces métiers, l'encadrement, tout ce qui fait vivre ensemble dans nos établissements. Tout ça est engagé, tout ça va se poursuivre et durera. Mais en même temps, c'est l'état d'esprit de tous qu'il faut changer, et ça passe par la formation. Ça passe aussi par l'image que la nation donne de son éducation nationale et l'image qu'elle donne de ses professeurs, de ses enseignants, de tous ceux qui assurent le fonctionnement quotidien de nos établissements. Vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement. J'ai tenu à venir ici parce que justement nous croyons à cette mission. Nous croyons que c'est nécessaire pour l'avenir de la France. Donc, vous pouvez compter sur le gouvernement pour poursuivre dans la durée cette refondation de l'école, pour redonner à l'école de la République toutes les capacités, tous les moyens pour qu'elle tienne sa promesse. Et sa promesse, c'est de faire en sorte qu'elle permette la réussite de tous. Et la réussite de tous, c'est la réussite de chacun, la promotion personnelle, son bien-être, mais c'est aussi la réussite de la France. Merci, mesdames et messieurs, d'y contribuer. Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne année scolaire. À pouvoir vous dire que les créations de postes
une goutte d'eau. Et pourquoi les petits retraités sont taxés alors que les grandes entreprises vont être compensées? Elle est où la justice, monsieur Hérault? Simplement, il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de postes de supprimés. Je vous remercie de l'avoir rappelé. La responsabilité de ce gouvernement, c'est justement d'avoir pris ces responsabilités, de tourner la page du passé, de ceux qui passaient leur temps à culpabiliser les uns, culpabiliser les autres, mettre les uns contre les autres. Nous, ce que nous voulons, c'est retrouver la confiance dans l'avenir de la France. Et justement, nous avons décidé d'investir, investir dans l'humain, investir dans l'enseignement, investir dans l'éducation. C'est pour ça que ce que nous avons commencé, vous parlez de gouttes d'eau, c'est pas une goutte d'eau, excusez-moi de vous dire, c'est plutôt énorme ce que nous avons entrepris, mais je ne m'en contente pas. Le chantier de la refondation de l'école, c'est un chantier de longue haleine, c'est un chantier de chaque jour. Il ne se fera pas tout seul avec le gouvernement, il se fera avec vous, les enseignants, les parents d'élèves, les professionnels. C'est l'avenir du pays et moi je crois à l'avenir de la France.